Ça a encore frappé. Après cette violente explosion qui s'est produite ici il y a quelques temps, le sol s'est à nouveau ouvert près du supervolcan de Yellowstone. Un bout de terre sur lequel des chercheurs se trouvaient encore il y a quelques jours a disparu en quelques heures dans un cratère bouillonnant et sifflant. Et ce n'est que le début de l'histoire. Ici, tu peux voir une éruption hydrothermale dans le parc national de Yellowstone, plus précisément à Biscuit Basin, qui s'est produite en 2024. Dis-moi dans les commentaires comment tu aurais réagi si tu avais été l'un des touristes de cette vidéo. Tu aurais vite sorti ton portable pour filmer ou tu t'en serais filé en un clin d'œil. Quoi qu'il en soit, si ce genre de sujet volcanique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne sans attendre. Tu recevras alors une notification dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne. Et pour ceux déjà abonnés, aidez vraiment la vidéo avec un pouce bleu. 5000 likes devraient suffire pour amadouer l'algorithme de YouTube. Merci à tous. Alors, venons-en directement au site de Yellowstone. Rien que le nom suffit à en faire frémir plus d'un, et ce n'est pas sans raison. Sous le parc national du même nom, dans le Wyoming, sommeille l'un des plus grands systèmes volcaniques de la planète. Avec un volume de magma s'étendant sur près de 90 km, Yellowstone est d'un point de vue géologique une bête endormie. Et c'est justement ce dont on va parler aujourd'hui. Jetez un œil directement dans les entrailles bouillonnantes de la Terre. Plus précisément, on parle du Biscuit Basin, une zone au cœur du parc national, connue pour ses sources hydrothermales. Sources chaudes, geysers, fumerolles, Yellowstone est un laboratoire géologique à ciel ouvert en perpétuel mouvement. Mais ce qui s'est passé ici le 13 juin a laissé même les volcanologues expérimenter bouche bée. Peu après 5 heures du matin, heure locale, les instruments de l'Observatoire volcanologique de Yellowstone ont capté un signal inhabituel. De l'énergie sismique couplée à un signal acoustique basse fréquence, ce qu'on appelle des infrasons, venant de la direction du Black Diamond Pool. Si tu as déjà vu des vidéos de Yellowstone, tu connais peut-être ce bassin au reflet bleu profond, mais ce qui s'était exactement passé là-bas n'allait se révéler que petit à petit. Au lever du soleil, les employés du parc ont remarqué quelque chose d'étrange. La Firehole River, une rivière qui traverse la région, s'était transformée en un ruban gris laiteux. Sur près de 6 km, l'eau était chargée de sédiments fins. Un signe indéniable qu'ailleurs, dans le Biscuit Basin, quelque chose avait mis en mouvement la roche et l'eau avec une énergie énorme. Le Black Diamond Pool est-il de nouveau entré en éruption? En effet, comme nous l'avons vu au début, il a fait la une en juillet 2024 en projetant des pierres et de l'eau bouillante dans les airs, endommageant au passage la passerelle en bois. Regardons maintenant ces incroyables images originales avec le son. Oui, je me suis demandé d'où vient au fond toute cette énergie qui alimente le système de Yellowstone. Après tout, on voit bien que d'immenses forces sont à l'œuvre ici. La réponse, d'un panache mantélique. Pour savoir ce que c'est, j'ai interrogé le célèbre géophysicien et expert en convection mantélique, le docteur Bernard Steinberger. Je vais commencer par une question très basique qui te paraîtra sans doute dérisoire. C'est quoi un panache mantélique ? Alors, un panache mantélique, c'est en fait une remontée de matière venant des profondeurs du manteau terrestre. C'est une idée qui a été proposée à l'origine par Jason Morgan dans les années 70. L'exemple classique d'un panache mantélique, c'est la trace laissée par le point chaud d'Hawaï. Et la meilleure explication, c'est qu'une plaque se déplace au-dessus d'une remontée de matière assez localisée. Cette trace du point chaud d'Hawaï suggère justement qu'il y a là un courant ascendant relativement localisé. C'est comme ça que l'idée des panaches mantéliques s'est développée. Ensuite, les modélisations géodynamiques ont montré que si le manteau est chauffé par le bas, car le noyau est plus chaud que le manteau, alors c'est comme dans une casserole. Il y a de la convection, donc des remontées. Et dans les modèles géodynamiques, ces remontées prennent pratiquement toujours la forme de sortes de conduits qui partent du bas, du fin fond du manteau pour remonter jusqu'en haut. Cette correspondance entre les modèles et les observations faites à Hawaï a fini par consolider ce modèle de panache mantélique, ce qui signifie qu'une grande partie de la chaleur du noyau remonte jusqu'à la surface sous la forme de ces panaches mantéliques. On y reviendra plus en détail dans un instant. Mais d'abord, revenons à l'éruption hydrothermale actuelle.
Cette fois, les capteurs de température du Black Diamond Pool n'ont enregistré qu'une variation minime. Rien à voir avec les variations de température brutales des éruptions précédentes. Ce n'était donc pas ce bassin-là. Et puis, l'indice décisif est arrivé. En mai 2025, l'Observatoire du volcan de Yellowstone avait installé une caméra de surveillance qui regardait exactement dans cette direction. Et elle avait tout filmé. À 5h, 9 minutes, 50 secondes, exactement au moment où les signaux sismiques ont été détectés, un nuage de vapeur sombre a jailli du sol au nord du Black Diamond Pool. Une explosion hydrothermale s'était produite. L'équipe compétente de l'USGS, l'United States Geological Survey, a ensuite décrit la situation ainsi. Les évents constituent des canaux par lesquels l'eau, à la température d'ébullition ou même légèrement au-dessus, a soudainement trouvé un chemin vers la surface et s'est transformé en vapeur, provoquant une explosion hydrothermale. Imaginez un peu, sous le sol bouillonne de l'eau si chaude qu'elle devrait normalement bouillir. Mais la pression des roches situées au-dessus la maintient à l'état liquide comme dans un autocuiseur. Et quand cette pression chute soudainement, alors boum, l'eau s'évapore de manière explosive. On appelle aussi ça de la vaporisation instantanée et c'est précisément ce mécanisme qui est à l'origine des explosions hydrothermales. Donc pas de magma, pas de lave, juste de la vapeur d'eau et une pression énorme. Ça a donné une fissure de près de 20 mètres de long et jusqu'à 1,5 mètre de large dans le sol, d'où de l'eau presque bouillante jaillissait dans la rivière. Les chercheurs qui se sont rendus sur place le lendemain y ont encore mesuré des températures de 90 degrés Celsius. Comparé à l'explosion de 2024, celle-ci était certes plus modeste. Les morceaux de roche projetés n'ont volé que sur quelques mètres, mais c'est justement là que réside une particularité scientifique. Cette explosion s'est produite à seulement une centaine de mètres d'une toute nouvelle station de mesure qui venait d'être installée à Biscuit-Bazin à l'été 2025. L'équipe de l'USGS écrit à ce sujet « Aucune explosion hydrothermale ne s'est jamais produite aussi près d'une station de mesure ». L'explosion du 13 juin offre donc une occasion unique de mieux comprendre ce phénomène naturel crucial dans le parc national de Yellowstone et peut-être d'en savoir plus sur d'éventuels signes avant-coureurs. En d'autres termes, les scientifiques disposent désormais, pour la première fois, d'une mine de données de mesure provenant des environs immédiats d'une telle explosion, avant et après. C'est un peu comme si une assurance obtenait enfin des images de dashcam, après avoir passé des années à n'avoir que des témoignages indirects d'accidents. Revenons maintenant à la cause fondamentale des forces à l'œuvre dans la région de Yellowstone. Nous savons désormais ce qu'est un panache mantélique. Mais à quoi ressemble exactement le panache mantélique de Yellowstone? Spoiler, il est plutôt de travers. J'essaie justement de me le représenter visuellement. Le panache, il vient de beaucoup plus au sud à l'origine, je crois de Basse-Californie. Exactement, oui. Le nord de la Basse-Californie, c'est là qu'il se trouve, à la limite noyau-manteau. Ensuite, il remonte vers le haut. Et comment se fait-il qu'il soit de travers par quel facteur? À l'intérieur de la Terre, cela est-il produit exactement? Alors, c'est produit, pratiquement, par une convection à grande échelle. Oui, dans le manteau terrestre, il y a deux grands courants ascendants. Donc, en plus des panaches mantéliques, il y a probablement deux autres grands courants ascendants, l'un sous le Pacifique et l'autre sous l'Afrique. Et vers ce courant ascendant du Pacifique, c'est là que s'écoule la matière du manteau inférieur. Et cela s'écoule pratiquement depuis l'Amérique vers le centre du Pacifique en direction du sud-ouest. Ce qui signifie que le panache, qui avait commencé plus au nord à l'origine, verrait sa source être entraînée de plus en plus vers le sud au fil du temps par ce champ de courant. Et c'est ainsi que, pratiquement, ce courant ascendant devient oblique. Le panache se déplace donc dans une direction différente dans le manteau supérieur par rapport au manteau inférieur. Et c'est ce qui rend ce conduit de panache oblique, de sorte qu'il remonte maintenant pratiquement depuis le sud ou le sud-sud-ouest vers le haut. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, car lorsque les chercheurs sont retournés au Biscuit-Bazin, 2 jours après l'explosion, le 16 juin, une surprise les attendait là-bas, qui a laissé même les géologues chevronnés bouche bée. Sur le sol où ils avaient marché quelques jours auparavant, un nouveau bassin s'était formé. Grise, boueuse, bouillonnante, d'environ 6,5 mètres sur 5,3 et brûlante. Un martèlement rythmé, causé par des bulles de vapeur qui se formaient puis s'effondraient, résonnait sur le site. 3 jours plus tôt, un sol ferme, maintenant un cratère bouillonnant. Le Biscuit-Bazin a encore une fois justifié sa réputation de zone hydrothermale parmi les plus dynamiques et imprévisibles de Yellowstone. L'équipe de l'USGS résume parfaitement la situation. Cet événement souligne la nature dynamique et dangereuse de l'activité hydrothermale dans cette région.
Et comme si ça ne suffisait pas, le 18 juin, des images filmées ont soudain montré des jets d'eau s'élevant de 6 à 9 mètres dans les airs. Ce nouveau bassin se comporte comme un geyser. Tout ça montre que Yellowstone ne dort pas. L'ensemble du système volcanique et donc hydrothermal est actif et des éruptions imprévisibles se produisent régulièrement. D'ailleurs, heureusement, le Biscuit Basin était fermé aux visiteurs depuis l'événement de 2024. Personne n'a donc été blessé lors de cet incident. Tant mieux, car se promener sur un sol qui se transforme en un instant en mare bouillante n'est peut-être pas une activité de loisir très agréable. Alors, que retenir de tout cela? Yellowstone est et reste une fenêtre sur l'intérieur de notre planète, et cette fenêtre s'ouvre parfois très soudainement, sans avertissement, en plein milieu de la... C'est justement ce qui rend ce phénomène si précieux pour les scientifiques et si fascinant pour nous, les spectateurs. Dans les semaines à venir, les chercheurs vont analyser les données de la nouvelle station et espèrent peut-être même pouvoir identifier, pour la première fois, les signes avant-coureurs d'une explosion hydrothermale. Y a-t-il des secousses sismiques ou des signaux infrasonores qui précèdent une telle explosion? Pourra-t-on à l'avenir donner l'alerte à temps? Ce seraient des découvertes scientifiquement très précieuses, pas seulement pour Yellowstone, mais pour tous les systèmes hydrothermaux du monde entier. Et tout cela montre, une fois de plus, à quel point les stations de mesure couvrant toute la surface sont importantes. Le Dr Steinberger m'en a également dit un peu plus à ce sujet. Pour la géophysique, il serait en fait souhaitable que toute la surface de la Terre soit couverte de sismomètres. Nous pourrions alors en dire beaucoup plus sur l'intérieur de la Terre. Alors c'est très semblable à la médecine. Il y a aussi la tomographie et là on a de bien meilleures possibilités de couverture. Mais pour la surface de la Terre, eh bien c'est tout simplement très complexe et coûteux. Et il y a régulièrement des expériences par exemple où l'on installe des stations de sismomètres dans l'océan autour d'un point chaud ou dans une région précise. On les laisse au fond de l'océan pendant 1 an environ, puis on les récupère pour analyser les données. Mais c'est juste une expérience après l'autre. Et avant d'obtenir une très bonne couverture, cela prend énormément de temps. Une autre possibilité, ce sont ces flotteurs, c'est-à-dire qu'on déploie pratiquement des sismomètres dans l'océan qui dérivent ensuite avec les courants et tout ça. C'est donc aussi une idée pour obtenir une meilleure couverture dans les océans. Et à propos de stations de mesure, en Allemagne aussi, il existe un système volcanique que les chercheurs surveillant de très près, l'Eifel. Et c'est là qu'a été menée l'expérience dite Large N, l'un des plus grands projets de mesures sismologiques volcaniques jamais réalisés en Europe. Plus de 500 stations sismiques et des capteurs acoustiques supplémentaires disposés le long d'un câble à fibre optique de 64 km ont enregistré les tremblements de terre et les signaux souterrains. L'objectif était de cartographier beaucoup plus précisément le système magmatique sous les champs volcaniques de l'Eifel depuis la croûte supérieure jusqu'au manteau. Les premiers résultats montrent effectivement des structures sous le lac de Laache et le bassin de Neuwied qui indiquent la présence de fluides magmatiques ou peut-être de zones de réservoirs encore existantes. Cela ne signifie pas qu'une éruption est imminente, mais cela montre que l'Eifel n'est pas du tout morte géologiquement, mais un système volcanique dormant qui mérite d'être surveillé. Et donc ce large N, il ne s'agit pas tellement du panache du manteau profond. Il y a eu dans les années 90 ou par là, il y a déjà eu une expérience à plus grande échelle où on a essayé de le cartographier jusqu'à au moins 660 km de profondeur. Alors, jusqu'où on peut regarder, cela dépend de l'étendue de l'installation des stations. Et là, les stations étaient réparties sur plusieurs centaines de kilomètres, de sorte qu'on pouvait au moins voir jusqu'à la zone de transition entre le manteau supérieur et inférieur. Alors, pour le large N, pour autant que je sache, c'est plus localisé et il s'agit plutôt de voir la chambre magmatique et comment le matériau du panache remonte à travers la croûte, donc à une échelle de centaines de kilomètres pour voir ça. Parce que d'un point de vue pratique, c'est plus important pour évaluer les dangers potentiels, pour voir où se trouve pratiquement le magma potentiel dans le sous-sol, à l'intérieur de la Terre actuellement. Oui, vous voyez, notre planète a encore beaucoup d'histoires à raconter et parfois elle n'a même pas besoin d'une éruption volcanique pour cela. Parfois, une fissure dans le sol suffit. Je vous tiendrai au courant de toutes les autres nouvelles de Yellowstone. Alors, abonnez-vous maintenant à la chaîne et n'oubliez pas le pouce bleu pour qu'on dépasse les 5000 likes. Et à propos de découvertes à l'intérieur de la Terre, nous voyageons maintenant en Antarctique. En effet, sous une couche de glace épaisse de plusieurs kilomètres, des scientifiques ont découvert une mégastructure gigantesque et elle ressemble à une main géante. Pardon? Pour savoir de quoi il s'agit, regarde la vidéo en haut à droite. Jette-y un œil, c'est vraiment passionnant. En bas à droite, comme d'habitude, un autre sujet autour de la science et de l'espace. Et sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis!